Les contes marchands du Zanstibou-Mulad, 6. Celle qui s'envole, lu par l'auteur. Ils étaient 3, et ils allaient sur les sentiers d'un royaume appelé Royaume du Bas. Un royaume vaste comme la planète. D'après les Zanstibou-Muladiens, le monde se partageait en deux. En haut, le bienheureux royaume du Haut, ou Zanstibou-Mulad, un minuscule plateau enserré dans des chaînes de montagnes infranchissables dont les pics chatouillaient les pieds des dieux. En bas, le terrible royaume du Bas, ou vulgaire reste du monde. Ces 3-là qui allaient sur les sentiers du royaume du Bas, 2 frères et une sœur, avaient fui le Zanstibou-Mulad quand les messagers des temps nouveaux y avaient planté leurs piquets. Les messagers des temps nouveaux bâtissaient un monde nouveau en détruisant le monde ancien, et le Zanstibou-Mulad était un royaume très ancien. Les piquets des temps nouveaux avaient tellement trempé leur drapeau dans l'ancien temps Zanstibou-Muladien qu'ils en avaient asséché les veines. Les habitants qui n'étaient pas morts avaient fui. L'aîné allait devant. Il portait un gros sac de contes et avait déjà parcouru les sentiers du royaume du Bas. Il s'arrêtait dans les villages, lisait quelques histoires. Il recevait un peu d'orge, de beurre, de lait, de thé qu'il partageait avec sa sœur et son frère. On lui donnait le plus souvent de si mauvaises grâces qu'il se demandait « Donne-t-il parce que j'ai lu ou pour que je ne lise plus ?» Il faisait taire ses doutes. Il avait une mission, il en était fier, il s'en acquitterait. La sœur et le frère suivaient. Ils ne savaient rien du royaume du Bas, n'en connaissaient pas les chemins. Toute nouveauté les effrayait et tout pas dévoile une nouveauté sur le chemin nouveau. On leur offrait rarement un toit quand venait la nuit. Peut-être les propriétaires avaient-ils peur que le conteur ne leur inflige quelque histoire nouvelle. Ils cherchaient une grotte, ne la trouvaient pas toujours. L'aîné vantait les charmes du toit d'étoiles, jusqu'à ce qu'il neige. Les soirées étaient longues et il n'oubliait pas sa mission. Il lisait un conte. Le cadet ronflait avant la fin, la sœur faisait semblant de dormir et l'aîné soupirait. Elle, derrière les volets de ses yeux, revivait l'histoire qu'il rangeait. Tous les personnages marchaient dans tous les contes, elle aimait leurs quêtes et leurs combats et se demandait pourquoi son frère enfantait l'ennui quand il lisait. Le lendemain, tandis qu'il gagnait un village, elle songeait à des phrases qu'il avait marquées, elle les répétait, s'en amusait jusqu'à esquisser les gestes qu'elle réprimait vite sous les regards interrogatifs de ses frères. Puis l'aîné lisait un conte au village, il ennuyait le village, elle admirait son frère qui savait lire. Fascinée, elle regardait chaque soir les signes noirs qui composaient les mots des histoires, et chaque soir, elle en cherchait la signification. « Tu ne veux tout de même pas apprendre à lire ?» lui demanda son frère. « Non, je resterai femme, c'est promis. »« Alors, pourquoi veux-tu savoir les mots ?»« Parce que les soirs sont longs et que je m'ennuie. Je ne peux ni coudre, ni filer. Tu peux m'écouter. Tu t'endors toujours avant la fin du premier conte. C'est que je suis un peu bête, mon frère. Je m'endors parce que je ne comprends pas. Si je savais les mots, je comprendrais mieux. Je t'écouterais plus. » L'argument porta. Elle put l'accabler de questions. Et comme leur journée se résumait en de longues marches de village en village et de conte en conte, elle passait ses journées à se remémorer les signes qui composaient les mots. Dès qu'ils s'arrêtaient, elle les traçait sur la terre, harcelait l'aîné pour comprendre et le cadet pour qu'il apprenne avec elle. Pour remercier son frère, elle ne fit plus semblant de dormir. Il en était heureux et lui proposait chaque soir un deuxième conte. Elle refusait, en prétextant qu'elle mélangerait les histoires et ferait des cauchemars, mais elle prenait la feuille qu'il venait de lire, y repérait les mots qu'elle connaissait, se souvenait de ceux qu'elle avait entendus et tentait de deviner ce qu'elle ne connaissait pas. Plus elle savait, plus elle avait soif d'apprendre. Plus elle allait et apprenait, plus elle riait de ses premières peurs. Leur errance devenait son voyage et elle se demandait comment elle avait pu demeurer tant d'années là-haut dans sa tanière au sous-sol de terre battue. Celui qui envoûte
Le conteur du Zanstibou-Mulad disait « Ces hautes montagnes sont des murailles qui nous protègent. » Elle demanda un jour à l'aîné courbé sous son sac de conte « Est-ce que tout ce qui nous protège nous emprisonne ?»« Tu veux partir seul ?» répondit-il. « Pas encore. » Elle se sentait redevable à l'aîné de ce qu'il lui apprenait, mais acceptera-t-il que je devienne un jour son professeur ? Se demandait-elle. Plus elle apprenait les mots, plus elle comprenait les contes et le chemin et la nécessité d'aller. Et pourquoi l'aîné endormait ce qu'il voulait éveiller? Elle tentait d'en parler avec le cadet. Difficile. Le cadet n'aimait pas le chemin. Il suivait parce qu'il avait l'habitude de suivre. Il ne se plaignait ni ne souriait. Elle n'osait pas lui demander ce qu'il voulait parce qu'elle avait trop peur de l'entendre répondre « Je veux m'arrêter ». Un soir, elle demanda un deuxième conte à l'aîné. Surpris, il lut un deuxième conte. Le lendemain, il en proposa un autre. « Oui, dit-elle, mais le même qu'hier. » Et elle réclama ce même conte tous les soirs pendant un bon mois. Il ne comprenait pas, mais puisque enfin quelqu'un désirait entendre un deuxième conte. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle apprenait ce conte phrase après phrase, soir après soir. Et quand elle sut chaque mot de l'histoire, elle put le jouer, se le jouer. Elle inventait une vie, une âme, un corps, pour chaque objet, personnage, élément. Elle s'en amusait et voulait partager son amusement, mais avec qui? L'aîné soupçonnait quelque infidélité quand il la surprenait extasiée en un geste déplacé. Le cadet n'y voyait que mal des montagnes. Hystérie féminine. Faudrait la marier, disait-il. Ce fut lui qui se maria. Il repéra un jour dans un village une jeune femme qui, en écoutant l'aîné, avait dépassé le stade de l'ennui pour atteindre celui du végétatif. Il pensa qu'elle ne lui demanderait pas de marcher. Il se renseigna. Le père de cette plante possédait des terres et avait besoin d'un laboureur. Lui ne possédait rien, savait l'art des champs, était dur à la tâche. Ils se marièrent et projetèrent de faire beaucoup de petits sillons. L'aîné allait toujours, comme en mission, de village en village dire ses contes avec gravité. Elle apprenait toujours, et tout village ennuyé par l'aîné confirmait ce qu'elle savait. Quand le soir il lisait une histoire qu'elle connaissait, elle lançait parfois une réplique à sa place. Espiègle, complice, elle lui donnait une couleur qui lui semblait juste, désirait que son frère y décèle une possibilité. Elle obtenait un agacement. La première fois qu'elle osa, elle y pensait depuis des mois. Le couper en public pour dire la réplique d'une femme, elle obtint un franc succès. L'assemblée tout à coup s'éveilla et rit de bon cœur. Il rangea son compte dans le sac et partit. Il demeura muet pendant 3 jours. Elle en profita pour parler. « Tes contes sont beaux, disait-elle. Alors, pourquoi tant d'ennui? Tu ne veux pas répondre? Tu veux que je réponde pour toi? Je vais répondre pour toi. Tu es si grave. Qu'est-ce qui est grave? Nous avons été chassés de notre pays. Tant mieux, puisque nous marchions ici. Nos parents y sont restés. Ils aimaient leur prison. Ton aveugle ami est resté aussi. Elle aide ceux qui fuient et doit en tirer satisfaction. Tu n'as pas choisi de descendre pour nous guider. Je n'ai plus besoin de toi. Tu peux la rejoindre. Va, va, lui disait-elle, et elle le suivait. Et lui ne s'arrêtait ni ne mangeait, et elle suivait et lui demandait de répondre. Il tomba après 3 jours et 3 nuits de marche et il répondit. Il s'appelait celui qui écoute. Il avait passé sa vie à apprendre les plus beaux contes pour dire la meilleure façon de marcher. Je l'ai rencontré mourant, je l'ai soigné. Il a pu écrire toutes les histoires qu'il connaissait. Il me les a confiées. Et moi je me suis appelé celui qui continue pour perpétuer son œuvre. « Qu'est-ce qui est grave dans tout ça ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Il dormait. Le lendemain, quand elle s'éveilla, il dormait encore. Elle descendit au village proche,
Elle s'arrêta sur la place, vit 2 enfants, leur demanda « Vous connaissez l'histoire du chien qui devient aigle quand il mange son collier ?»« Non, qu'on la connaît pas. » Elle joua, et il s'esbaudirent. « Vous avez des amis ?» demanda-t-elle. « Ah oui, qu'on en a. » « Ils voudraient l'entendre, peut-être. » Ils allèrent chercher leurs amis, et elle joua. Les rires des enfants attirèrent des femmes. Les rires des femmes attirèrent des hommes. Elle recommençait, encore et encore. Elle jouait chaque fois avec plus de hardiesse. Tout le village s'assemblait pour l'entendre. Son frère aussi arrivait. Intrigué, il reconnaissait la voix de sa sœur, ne voulait y croire. Là où il n'avait obtenu qu'ennui, elle fascinait. Elle répétait le même conte pour la 6e fois, et nul ne s'en lassait, et tous aimaient la voir et l'entendre jouer les femmes, les hommes, les bêtes, les arbres, les roches, les dieux, les eaux, les herbes. On lui apportait des provisions comme jamais on en avait apporté à son frère, et tous les toits du village lui étaient offerts quand elle s'arrêta. La sœur grisée et le frère humilié dormirent très mal cette nuit-là. On avait improvisé le soir une fête pour la jeune conteuse. La bière d'orge avait coulé. Tous 2 avaient bu et, pour la première fois depuis qu'ils étaient descendus dans le royaume du bas, le frère n'avait pas proposé à sa sœur de lui lire un conte. Au matin, ils se dévisagèrent, gênés. Ils se taisaient parce que nul ne savait comment répondre à la question que l'autre ne posait pas, mais que chacun entendait si bien. Et maintenant, ils eurent besoin des chemins. Ils déclinèrent les propositions des villageois qui voulaient les retenir. Elle promit qu'elle reviendrait, et ils allèrent. Elle portait un sac de provisions qui n'avait jamais eu aussi bonne mine. « Tu ne veux pas essayer ?» lui demandait-elle. « Essayer quoi ?» répondait-il quelques heures plus tard. Elle prenait le même temps avant de proposer des voix, des gestes. « Pourquoi faire ?» entendait-elle quelques kilomètres plus loin. « Offrir joie, rêve, disait-elle au réveil du lendemain. »« Quand la vie est si dure, répliquait-il le soir. »« Justement parce que la vie est si dure, conclut-elle, mais on ne sait pas quand, parce qu'ils marchaient alors sur une crête granitique balayée par le vent où nulle trace de leur passage ne demeura visible. Ils dominaient une montagne taillée en escalier. Sur chaque marche se prélassait un petit champ vert offrant ravi son ventre au grattage des sarcloirs. Elle préparait son discours. Elle s'assit au bout de la crête, tandis que les premiers rayons du soleil couchant caressaient les dos des paysans courbés, leur demandaient de rentrer afin que leur lumière puisse nimber les grains d'orge d'un peu de mauve crépusculaire. « Il faut que tu marches, dit-elle à son frère. Que tu marches longtemps encore, toi qui as déjà tant marché. Que tu marches pour mesurer l'immensité du monde et la brièveté de la vie. Que tu marches seul pour aller là où tu ne décides pas d'aller, afin que ta marche ne soit plus une mission. Marche, et que tes pieds précèdent ta tête qui doit se reposer. La bête accablée bute sur les pierres. Ta tête accablée bute sur ses dettes. Tu chemines, tu goûtes, et tes sensations t'apprennent à marcher. Tu lis, et tu deviens grave comme un moine creux. Tu bannis l'émotion pour paraître profond, et tu n'offres qu'ennui à qui t'entend. Ce n'est pas ce qu'a voulu celui qui t'a confié les contes. Tu vas au-devant des hommes pour qu'ils souffrent parce que tu souffres. Tu ne peux pas répondre à ma question puisque tu nies ta souffrance. Tu t'infliges une mission qui obstrue tes canaux d'éveil, mon frère. Va et vois, écoute et goûte, et calme-toi et reviens. » Le frère regarda longuement les champs d'orge qui s'éteignaient. La nuit naissante lui semblait surgir de sa tête. Dans la première étoile, il crut deviner l'œil de sa sœur. Il lui dit merci. Il l'attira contre lui, l'embrassa d'un baiser qui n'était pas le baiser d'un frère, et la tint serré contre lui toute la nuit. Quand vint l'aube, il regarda son sac de contes et demanda « Deviendras-tu celle qui poursuit ?»
Je deviendrai ce que le chemin fera de moi et mon voyage commence, répondit-elle. Le mien continue, et je me sens léger, si léger, tout à coup, dit-il en posant son gros sac de conte au pied de sa sœur. Il partit. Elle resta sur la crête, le regarda se fondre doucement dans la roche. Elle pensa qu'elle était devenue adulte, qu'elle avait peut-être sauvé son frère, mais qu'elle s'était peut-être condamnée en le sauvant. Elle ouvrit le sac, lut un conte. Ses craintes se dissipèrent dans les quêtes des personnages, comme son frère s'était évanoui dans les reliefs. Elle devint héroïne qui cherchait la formule alchimique permettant de redonner vie aux pieds qui ne marchaient plus dans un pays caché derrière des alignements de piquets. Elle dansait sur la crête. Elle dansait et chantait. J'étais captive quand vint une fille qui voyait dans la nuit et dont les mains disaient les chemins entre les pieds des pieux. J'étais captive et devint nuit. La nuit mit un bandeau sur les yeux des pieux. J'étais captive et je m'enfuis. J'étais captive et me voici. Elle dansait sur la crête avec un long ruban rouge qui la ceignait. Elle s'en échappait et courait. Il flottait. Elle chantait « Vous êtes captif et me voilà ». Elle posait le bandeau serpentin. Voici les cendres sous la nuit. J'en sais le sang, les pièges et les lacets. Que nos pieds aillent et que les pieux restent. Elle resta sur la crête jusqu'à l'épuisement de ses provisions. Elle imaginait grand quand elle voyait loin et ne pouvait détourner son regard de l'horizon flou cousu dans des dentelles de sommet. Elle s'adressait aux pics bleus des fins d'après-midi que les brumes nébulisent comme des souvenirs enfouis. Quand elle songeait aux Anstimobulades, loin, là-bas, derrière les brouillards les plus lointains, les crêtes qui s'estompaient avec les distances lui semblaient des jours posés dans sa mémoire. Plus je vois loin, pensait-elle, et plus les crêtes découpent dans les brumes des plans qui vont jusqu'au presque infini et me rendent le paysage plus grandiose. Pourtant, il y a peut-être là-bas tout au fond, derrière les crêtes les plus floues, des hommes qui saignent nettement. Je n'entends rien, je ne vois que beauté. C'est peut-être ainsi que je dois aller. Je dois aller sur les chemins qui viennent comme le paysage le plus large, garder tout souvenir vivace au plus profond de moi, pouvoir en faire vibrer le plus net et le plus flou, n'en oublier aucun, mais qu'aucun ne me fasse saigner. Tenter, oui, tenter d'aller sereine bien qu'en portant tout de moi et de mon passé. Est-ce possible ? Elle se parlait ainsi sur la crête. Elle en avait besoin. Elle n'avait jamais osé en présence de son frère. Elle se parlait et trempait ses sens dans les vents comme des pinceaux dans l'encre avec une obscénité qui la réjouissait. Elle prenait sa revanche sur ces années de frustrations à marcher derrière celui qui disait monocorde. Monocorde. Pourquoi ? Demandait-elle aux horizons et au vent, ses mains en porte-voix. Pourquoi ? L'homme verrait-il en rouge ou dirait-il en gris quand soleil et pluie inventèrent l'arc-en-ciel? Tu ne réponds pas à l'horizon? Tu ne réponds pas les vents? Pas la peine d'être si vaste et si vieux pour savoir si peu. Elle en posait bien d'autres des questions. Elle les harcelait comme elle avait harcelé son frère et ce qu'elle appelait ses malices l'amusait. Avant de partir, elle leur adressa un dernier appel. « J'ai trouvé, cria-t-elle. Je ne sais pas si j'y parviendrai, mais je tenterai. Je veux que mes contes deviennent du bonheur qui pense. Vous n'avez pas entendu? Je répète !» Elle répétait, écoutait l'écho et répondait à l'écho « Nous sommes d'accord ». Elle descendit dans les villages et joua les contes que celui qui écoute avait confiés à son frère qui les lui avait confiés. Et les yeux s'agrandirent, et les bouches s'ouvrirent, et les mains battirent. Partout on cherchait à la retenir, on lui offrait les meilleurs toits et quantité de vivres. Elle en prenait peu, car elle devait porter, disait-elle, son gros sac de contes et n'avait qu'un dos et 2 pieds. Alors, des jeunes hommes, le plus souvent timides, parfois enhardis, toujours amoureux, lui proposaient de l'aider. Un jour, peut-être, répondait son sourire au cœur palpitant. Mais j'ai besoin de poser encore beaucoup de pas, de cimes et de brumes dans ma mémoire avant de les raconter à mes enfants.
Elle tournait le dos aux réponses bredouillées, direction la prochaine assemblée. Sa réputation fut vite établie. Dès qu'elle atteignait un village, le bourg suivant envoyait une délégation chargée de l'escorter, faire en sorte qu'elle ne s'attarde pas chez les précédents. Là où son frère arrivait en indifférence, on l'accueillait avec empressement. Les plus importants personnages se disputaient l'honneur de l'invité. Elle profitait des nuits pour s'esquiver, emprunter des sentiers de traverse, gagner quelques crêtes où elle pourrait répéter en paix. Toujours on la reconnaissait, pliée sous son gros sac, et on l'appelait pour l'admirer. « J'ai besoin de solitude pour travailler, » suppliait-elle. « Et pourquoi travailler ?» demandait-il en riant, « alors que vous êtes perfection ?» Quand elle se fâchait et menaçait, il faisait semblant de partir et se cachait derrière la première pierre, la première branche venue pour les pieds. Elle expliquait en vain que ses contes avaient besoin de ses soins pour s'épanouir, comme la plante a besoin de temps et de terreau. L'homme se faisait toit entre elle et le ciel, et elle flânait dans la sollicitude. Est-ce que tout ce qui nous protège nous emprisonne? Elle commençait à en avoir peur. Alors, elle décida de marcher droit devant elle jusqu'en une région où nul ne la reconnaîtrait. Elle usa de 1000 nuits et subterfuges pour échapper aux hommes-toits et parvint en un pays qui l'étonna. Elle ne rencontrait en ce pays que des boiteux. Elle y prépara des nouveaux contes et joies. Jamais, nulle part, on n'avait à ce point ressenti ce besoin d'entendre conter le voyage. Elle tentait une question, parfois, à propos de ses pieds boiteux, elle n'obtenait que fuites claudicantes. Tandis qu'elle jouait sur une place, un soir, arrivèrent une quinzaine de cavaliers, des soldats du roi. Les villageois, d'habitude tremblants de peur, ne leur accordèrent aucune attention. Elle continua, ils patientèrent. Elle se sentait fort bien. Les spectateurs s'extasiaient, elle fit durer la séance. Les cavaliers n'exprimaient pas moins de plaisir que les villageois. Quand elle eut fini, ils lui demandèrent d'aller jouer le lendemain pour le roi. Elle accepta puisqu'elle ne pouvait pas refuser. Elle alla le lendemain chez le roi. Le roi, qui avait eu vent de la réputation de cette jeune étrangère, était curieux de savoir ce qui, dans ses contes, plaisait tant à son peuple. Elle joua. Un long silence suivit. Puis le roi demanda « Penses-tu vraiment que le chemin soit bonheur ?»« Oui, dit-elle, oui, car ceux qui vont n'ont pas de roi. Non, tes contes s'en prennent donc à mon existence. Mais, et puisque mes sujets en redemandent, ils risquent de nier bientôt mon existence. Mon problème est donc simple. Si tu vis, tu comptes. Si tu comptes, je disparaîtrai. Si je veux vivre, tu dois disparaître. Personnellement, j'ai une petite préférence pour mon existence. Qu'on l'emmène. » On l'emmena et l'on cadenassa des fers autour de ses chevilles. Dans quelle matière sont donc modelés les puissants qui craignent que leurs pieds ne se brisent au son de ma voix, pensa la jeune femme. Quelle est la peur qui se cache derrière tant de murailles et qui interdit les pas, étouffe leur chant? Je n'ai pas échappé au piquet des temps nouveaux pour être enchaînée au mur des temps anciens, disait-elle à ses geôliers. Quel est mon crime? Les geôliers baissaient la tête et regardaient leurs pieds gourds, mais, s'assurant qu'ils étaient bien seuls, ils demandaient à voix basse « Vous ne voulez pas jouer un peu ?» Elle montrait ses chaînes. Ils la libéraient, elle jouait. Ils oubliaient le cliquetis des heures dans sa cellule et regardaient l'arrivée de la relève qui les obligeait à sortir et quitter leur prisonnière. Ils soufflaient, l'œil brillant, le boitage léger. « Je reviens bientôt. » Le geôlier suivant arrivait vite. « Vous ne voulez pas jouer un peu ?»« À condition que vous répondiez à mes questions. »« On ne sait pas, répondait-il, pourquoi tout le monde boite. On ne sait pas quel maléfice frappe ce royaume, mais on sait que tout le monde y boite depuis que ce roi-là est roi, et nul ne peut aller loin, sauf les soldats à cheval. Vous ne voulez pas jouer un peu ? » « On ne sait pas, répondait-il, ce qu'il adviendra de vous. On ne sait pas. Mais l'on va sûrement vous couper les pieds pour vous interdire de marcher, la langue pour vous interdire de dire, les bras pour vous interdire la grâce. Vous ne voulez pas jouer un peu ? Elle jouait.
Il sortait de sa cellule comme expulsé du nirvana, proposait au geôlier suivant de le remplacer. Le suivant ne voulait jamais. Aucun n'était dupe. Ils devinaient, à la façon de marcher de leurs collègues, que l'emprisonné ne jouait pas que pour eux. Ils retournaient à la prison pendant leur temps de liberté pour constater qu'ils avaient vu juste. Ils pensèrent qu'ils pouvaient tenir à plusieurs dans la cellule. Ils s'y entassèrent. Elle eut du mal à jouer dans le peu d'espace qui restait. La respiration courte des mâles assemblés, comme la somme de leur sueur, ne la rassurait guère. Pourtant, il flottait avec elle quand elle jouait la beauté du chemin. Aussi, nul ne protesta quand elle sortit de sa cellule pour évoquer les degrés de félicité de l'ascension dans l'escalier de la tour. Nul ne protesta quand elle descendit dans la cour pour susurrer le chant d'une grenouille au clair de lune. Mais la lune s'interrogeait au spectacle de cette fée glissant comme une ombre sur les pavés rugueux d'une cour qui mêlait des odeurs de chêne et de sang, suivie par une petite troupe de geôliers, soldats et bourreaux boiteux admiratifs. Quel ne fut pas leur embarras quand ils durent lui annoncer la sentence et son exécution prévue pour le lendemain. Aucun ne voulait y aller. Ils formèrent une délégation. Ils murmuraient à tour de rôle, tête baissée, la liste des morceaux qui devaient lui être arrachés. Elle écoutait et pleurait beaucoup. Plus elle pleurait, moins ils osaient continuer. Ils fouillaient dans leurs poches, mais trouvaient leurs mouchoirs trop sales pour sécher de telles larmes. Elle se leva et dit qu'elle allait jouer une dernière fois. Étaient ces faits de la fin si proches? Pour la troupe assemblée, aucun doute. Elle quittait la race des humains et gagnait celle des esprits. Ils la suivirent dans l'escalier, puis dans la cour, au clair de lune. Là, on ne sait qui ouvrit la porte, puis la suivante. On ne sait même pas si elles furent ouvertes ou si elles s'ouvrirent seules, mais elles s'ouvrirent. La jeune femme sortit et montra le chemin, et tous la suivaient religieusement pour ne pas perdre une note de son chant. Elle allait, douce aérienne, devant son troupeau de bancal. Elle allait et disait, et chantait, et dansait. Il boitait et se taisait, et le château disparaissait derrière les premiers arbres de la forêt. Elle allait et disait, et chantait, et dansait, et les contes succédaient aux contes sans pause jamais pour ne pas briser la magie. Elle allait et disait, et chantait, et dansait, et nul ne s'étonna quand, après qu'elle eut annoncé l'aube à venir dans les champs des oiseaux aux ailes indemnes, elle ajouta « Nos chemins se séparent ici, il n'appartient qu'à vous désormais d'apprendre à marcher. » Quand elle eut disparu et que les trompettes de l'aube, là-bas, loin, très loin, résonnèrent au château pour annoncer son exécution, les boiteux s'éveillèrent et s'effrayèrent. Qu'allait-il dire? Quel morceau leur arracherait-on? Et d'ailleurs, devaient-ils rentrer? Choisir d'être réduits alors qu'ils avaient l'impression tout à coup de boiter un peu moins? Alors qu'ils avaient l'impression tout à coup que le sentier devenait une possibilité? Que faire? L'un d'eux dit « Qui ira verra ». Ils tournèrent le dos au château, tirèrent sur leurs tendons fragiles et leurs chevilles bloquées. Elle, seule, de nouveau, ne jouait plus ni ne chantait. Vêtue des habits du gueux, elle boitait pour ne pas faire désordre dans le tableau. Des cavaliers sillonnaient le pays à sa recherche, mais comment ceux qui savaient à peine descendre de cheval pouvaient-ils deviner celle qui se faisait arbre dans la forêt, roche sur la pente, ruisseau près du torrent? Délestée de son sac de contes, elle avait l'impression de s'être dénudée d'une coquille en forme d'histoire. Je ne possède même plus cela, pensait-elle, et elle se sentait plus libre que jamais. Un jour, alors qu'elle avait quitté le pays des boiteux, elle parvint à un carrefour. Elle pensa qu'elle pouvait prendre n'importe quel chemin et cette pensée l'effraya. Sa liberté devenait si grande qu'elle se faisait gouffre sans fond ni fin. Alors elle comprit que la liberté était une notion très relative, que la liberté ne respirait jamais aussi fort qu'auprès des barreaux, des frontières et des limites, que la liberté s'épuisait dans sa propre liberté, que peut-être même, devenue trop libre,
Elle avait besoin des chaînes pour se prouver qu'elle existait la liberté. Et, tout à coup, elle se sentit perdue. Elle demeura une journée entière devant ce carrefour, puis sa conscience nouvelle dut parler à ses pieds car elle les vit prendre le chemin qui menait vers ses racines. Elle les suivit. L'hiver suivant, elle le regardait encore, attendrie, qui forçait le pas depuis que se levaient dans les dernières brumes les montagnes qui enserraient le haut plateau. Elle remonta sur la rivière gelée. La barrière qui avait été fichée dans la glace par les temps nouveaux grinçait, rouillée sous le vent. Elle pénétra aux Anstimoubulades comme en un sanctuaire. Elle le sillonna lentement pendant quelques jours, n'y vit nulle trace de piquet, mais en compta les ruines. Jusqu'à ce qu'elle aperçoive une maison dont le toit fumait. Elle en poussa la porte. 4 personnes se figèrent. Elle reconnut son frère et n'en fut pas étonnée. Elle reconnut l'aveugle qui l'avait aidé à fuir et n'en fut pas étonnée. L'aveugle lui présenta ses parents. Sa mère préparait un cataplasme. Son père tentait de décoincer ses genoux. « Je ne pensais pas que tu rentrerais si tôt, lui dit son frère. Les circonstances accélèrent parfois le mouvement. Tu as failli nous rater. Nous partons demain. Que comptes-tu faire? Goûter un peu l'ici. Être sûr que c'est chez moi pour mieux repartir. Repartir, soupira le père. Bientôt, dit la mère, en posant des cataplasmes sur ses genoux, dès que je les aurai désusés. On servit du lait et de l'orge à celle qui arrivait, qui s'excusa de n'avoir rien apporté. Même pas le sac de compte, demanda son frère. Gênée, elle voulut expliquer comment on le lui avait pris. Son frère l'interrompit. Merci de n'avoir pas remonté mes chaînes. Il attira contre lui son aveugle compagne. La mère changeait les cataplasmes du père qui demandait « Si nous emportions de cette plante à désuser les genoux, tu ne penses pas que nous pourrions les accompagner, les jeunes ?» Un peu de patience, chuchotait la mère. Nous avons toute notre vieillesse pour repartir. Celle qui venait de remonter regardait les 2 couples et se sentait un peu seule. Elle sortit. Elle devinait encore dans la nuit naissante des cimes qui encerclaient le plateau. Ces montagnes nous protègent, disait celui qui envoûte. Est-ce que tout ce qui nous protège nous emprisonne? Avait-elle demandé. Elle revit les toits qu'on lui infligeait dans les villages, le sac qui la courbait, les barreaux de sa cellule, les murs du château, et elle rit, en songeant à toutes ces portes qui s'ouvraient devant ceux qui ne possédaient que des rêves au-dessus de leurs pieds.